Aujourd'hui, ma conférence, elle va porter sur les blessures d'attachement. Et le titre, c'est Comprendre et guérir les blessures d'attachement. Donc c'est vraiment un thème psy. C'est là, les blessures d'attachement, on est tous plus ou moins concernés. Pourquoi? Parce que la relation amoureuse, dès qu'on va rentrer dans une relation amoureuse, ça va forcément activer nos blessures de l'enfance. Vous n'avez pas le choix. Moi, je dis toujours, la relation amoureuse, c'est pas confortable. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas un cocon, c'est pas un nid. C'est pas vecteur de bonheur garanti absolument. Ça peut agrandir un sentiment de stabilité ou agrandir, si c'est trop stressant, un facteur d'instabilité. Donc ça vient taper sur les blessures de l'enfance. Donc c'est pas si confortable a priori. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la baguette magique et que vous allez tout y trouver et que ça sera constamment une aventure chouette, etc. Donc ces histoires de blessures d'attachement, elles sont essentielles. Ah oui, il y a tellement de monde qu'on ne sait pas où vous asseoir. Bon, il y a des chaises là, essayez de trouver. Alors c'est archi plein. Je ne sais pas où vous mettre là. Essayez de trouver une petite place. Voilà, on va vous faire des petites places. Donc les blessures d'attachement, c'est vraiment les fondations de toutes les relations. Et moi, je travaille spécifiquement sur la relation amoureuse. Mais on va trouver aussi, par exemple, dans la relation à la hiérarchie, des problématiques avec l'autorité. Donc ça peut activer des blessures de l'enfance. Des relations familiales aussi, on va être activé dans nos blessures de l'enfance. Et donc, c'est important de comprendre ces théories de l'attachement parce que ça peut vous donner des éclairages pour pouvoir déjà mieux vous connaître et mieux connaître vos partenaires aussi, voir dans quel type d'attachement ils naviguent. Et puis ensuite, quelques pistes quand même pour s'en libérer parce que c'est pas parce que on a des fondations d'un attachement insécure qu'on doit y rester toute notre vie. Au contraire, ce qui peut être important, c'est il y a à peu près 50% des personnes qui ont des attachements insécures. Après, je développerai ce qu'est un attachement insécure, mais c'est tout à fait plausible et possible de passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. C'est quand même le but de l'opération. Et ça se fait par des prises de conscience et des pratiques, des pistes de sortie, quoi. On sort de ces attachements insécures en mettant en place des choses pour que ça ne se répète pas, en fait. Alors, pour vous faire sentir, déjà, là, franchement, mettez-vous, vous pouvez, mettez-vous dans un coin. Déjà, j'avais envie de vous faire un exercice pour que vous puissiez sentir la différence entre l'attachement sécure et l'attachement insécure. Parce que le but du jeu, ça va être si vous êtes ou avec quelqu'un qui a un attachement insécure, ça peut être contextuel, ou vous-même qui êtes dans un attachement insécure, ça va être déjà de percevoir c'est quoi la nuance, déjà dans le corps. Souvent, c'est la boussole, c'est le corps. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux, mais tout le monde en même temps, pour essayer de vous mettre en contact dans vos souvenirs avec quelqu'un qui a un attachement insécure, et notamment, prenez le temps de fermer les yeux là, de sentir que vous êtes atterri ici, là, vous êtes dans la salle avec moi, voilà. Sentez vos pieds sur si vous êtes sur une chaise, de sentir la force de gravitation qui descend sur vous, que vous êtes enraciné avec les pieds sur le sol. Et puis sentir aussi votre respiration, en tout cas que vous êtes là, vous avez votre place ici dans cette pièce, à m'écouter, écouter ma voix, et en même temps, prenez un souvenir où vous êtes en lien avec une personne qui est importante pour vous, qui compte pour vous. Alors choisissez-en une, mais qui est imprévisible. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec elle, parfois présente, parfois absente. Voilà, vous savez vraiment pas trop si vous comptez pour elle. Vous n'êtes pas sûr en tout cas, elle n'est pas si fiable que ça. Voilà. Et prenez le temps de choisir une seule personne. Plus facile. Et dès que vous avez choisi cette personne
qui en même temps compte pour vous, hein, et qui n'est pas si fiable que ça, regardez ce que vous ressentez dans le corps. Regardez si vous avez une tension, si ça vous met dans une forme de vigilance, enfin dans quel espace, voilà, dans quel espace ça vous met et quelles sont les sensations corporelles qui émergent quand vous êtes en contact avec l'image de cette personne qui n'est pas si sûre que ça. Peut-être qu'il y a un serrement quelque part, une légère tension, hein, ça peut être dans la gorge, la poitrine, voilà. Peut-être une envie de vous protéger, peut-être une envie d'en faire moins, d'en faire plus. Voilà. Ok, donc juste notez ça, et puis vous allez lâcher l'image de cette personne, laisser aller. Et puis maintenant, je vous propose de choisir une autre, de laisser venir une autre personne. Et une personne qui est là pour vous, qui compte aussi pour vous, mais qui est vraiment là, qui est fiable en fait, qui est soutenante, qui n'est pas parfaite, hein, mais qui est cohérente. Elle dit ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit, quand elle est engagée, elle est engagée, quand elle ne peut pas venir, elle dit qu'elle ne peut pas venir. Voilà. Et vous sentez que vous comptez pour elle, même quand vous n'êtes pas en contact avec elle, même quand vous êtes silencieux, vous sentez que vous comptez pour elle, même si vous ne la voyez pas tout le temps. Et donc je vous invite à sentir le soutien, la cohérence, éventuellement s'il y a de la détente qui apparaît. Donc juste de prendre note de qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le corps quand vous imaginez que vous êtes en contact avec cette personne qui vous est chère. Quelle est la différence entre la première personne, qui est moins cohérente, moins fiable, et celle-là? Est-ce que vous notez une différence ou pas? À savoir que la première est dans un attachement insécure, donc elle ne respecte pas vos rythmes, et que la deuxième est dans un attachement sécure, dans le respect de vous, qui prend soin d'elle et qui prend soin de vous. Donc, juste, vous pouvez rouvrir les yeux, hein, juste de voir si, quand vous étiez en contact avec la première personne qui est dans un attachement plutôt insécure, est-ce que vous aviez la peur de perdre? Est-ce que parce que il y a les deux types d'attachements qu'on va voir ce soir, c'est l'attachement anxieux et l'attachement évitant, principalement. Bon, il y a l'attachement désorganisé dont on parlera un peu, mais qui est moins fréquent. En général, quand on est en contact avec une personne qui a un attachement insécure, on peut avoir on peut avoir un attachement anxieux ou évitant. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre le lien. Le lien peut se fracturer à tout moment, on ne sait pas sur quel pied danser, donc ça peut générer une peur de perdre le lien, ce qui est quand même très inconfortable. Donc je ne sais pas si, quand je vous ai fait vous mettre en contact avec le souvenir de la personne dans un attachement insécure, il peut y avoir de l'anxiété, une vigilance un peu élevée sur le fait de est-ce que le lien va continuer, est-ce qu'il va s'abîmer, est-ce que ça va partir en conflit, est-ce qu'elle va me trahir, est-ce qu'elle sera là puis plus là, quelque chose de chaotique en fait, de discontinu. Soit effectivement quand il y a un attachement, quelqu'un qui a plutôt un attachement insécure, vous pouvez avoir peur de perdre, ou vous pouvez avoir envie de vous fermer. Donc ça va partir, la fermeture, ça va être je vais éviter le lien, je vais la mettre loin de moi, cette personne, parce que je la sens pas cohérente. Ou ça va être, au contraire, elle va commencer à me faire flipper, quoi. Je vais être un peu angoissée, anxieuse, et je vais m'accrocher. Donc attachement anxieux. Et vous pouvez naviguer entre l'attachement anxieux et ou évitant. Hein. Un coup, je m'accroche parce que je ne sais pas trop, elle ne me donne pas trop d'infos, en même temps elle est là, puis elle n'est plus là. Ou l'évitement qui est, je me ferme, je m'éloigne, je me distancie parce que je me coupe d'elle, parce que c'est trop compliqué. D'accord ? Donc c'est intéressant de voir dans les réactions que vous avez eues là, voilà, est-ce que vous aviez été plutôt avec la première personne qui est plutôt une figure d'attachement insécure, plutôt dans l'attachement anxieux vous-même, est-ce que ça vous colle un attachement anxieux, ou plutôt un attachement évitant, qui est une fermeture, ou les deux.
à examiner. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette expérience-là entre les deux personnes que je vous ai fait voir, enfin visualiser, par rapport à vos ressentis? Quelle est la différence? Est-ce que vous avez noté une différence entre quelqu'un qui est sécure et quelqu'un qui est insécure? En général, il y a plus de détente quand vous êtes avec quelqu'un qui a un attachement sécure. Il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Parce qu'il y a de la cohérence. Et en même temps, vous pouvez être aussi quelqu'un d'insécure, hein, ça n'empêche pas, mais c'est vrai que souvent, les personnes qui ont des attachements insécures vont se mettre ensemble. C'est comme des enfants petits qui se, qui se mettent à deux pour être plus forts, quoi. Hein, à deux, on est plus fort contre le monde entier. Mais bon, ça va donner des problématiques souffrantes. Anxieux évitant, c'est la fameuse névrose qui s'emboîte. L'anxieux s'accroche à l'évitant. Fuis-moi, je te suis, moi, je te fuis. Voilà, donc c'est intéressant déjà en entrée de jeu, là, que vous puissiez un peu saisir de l'intérieur ce qu'est l'attachement anxieux, ce qu'est l'attachement évitant, et l'attachement donc insécure par rapport à l'attachement sécure, mais que vous viviez dans le corps. L'attachement insécure, c'est une perturbation profonde. Hein, vous avez la définition, je vous laisserai le PowerPoint pour tous ceux qui veulent le PowerPoint. Vous l'avez sous la vidéo en accès gratuit. Voilà, je vous mets le lien, vous avez tout le PowerPoint possible. Donc c'est une perturbation profonde et durable du sentiment de sécurité intérieur d'un enfant causée par des relations précoces inadéquates avec ses figures de soins principales. Et donc le lien de confiance est fragilisé. Parce que tout enfant qui arrive au monde a besoin de faire confiance aux adultes qui l'entourent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne reçoivent pas les soins nécessaires pour plein de raisons. Pas seulement parce que les parents ne sont pas à la hauteur de la fonction parentale, mais aussi parce qu'il peut y avoir des périodes où il y a des situations, on pense aux situations de guerre, d'effondrement économique, c'est même pas la faute des parents, où l'enfant est hospitalisé ou des choses comme ça. Et donc, ça crée des fractures du lien. Donc, l'enfant ne peut plus faire confiance aux adultes qui sont là pour le protéger et prendre soin de lui. Et donc, ces pertes de confiance vont faire que ça va ce qu'on appelle les traumatismes du développement, des surcharges d'émotions, de rage, de désespoir, de honte que je vais développer d'ailleurs un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe justement quand l'enfant ne reçoit pas ce dont il a besoin? La plupart des enfants du monde ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin, d'où 50% des personnes qui ont des attachements insécures quand même. Hein. Donc c'est quand même un classique. Alors bon, pas tout le monde, 50 c'est pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui naviguent dans des attachements insécures à l'âge adulte. Donc du coup, ça donne quoi à l'âge adulte? Des difficultés à établir des relations saines et durables. Ça va pour l'éphémère, mais pour des relations constantes et durables avec de l'engagement, c'est compliqué pour eux. Ça va avec des schémas de répétition. Hein, on va beaucoup attirer des partenaires indisponibles, par exemple. Comment se faire du mal en 10 leçons. Hein. Je prends toujours des personnes qui me fuient ou qui ne me veulent pas ou qui me rejettent. Mais ça m'attire, j'en suis extrêmement amoureux, ça c'est un classique du genre, hein, donc ça c'est vraiment, on peut dire que ces répétitions-là, elles font beaucoup souffrir, et en même temps c'est parce que vous avez un attachement insécure en vous qui fait que vous courez derrière ce type de personnes. Et puis ça vous fait aussi du stress relationnel un peu chronique, ce qui fait que votre système nerveux il est facilement dérégulé, ça veut dire qu'il a peu de marge pour soutenir le reste de la gestion de votre vie au niveau du stress. Parce que l'attachement compte beaucoup, soit en mode trop pour l'attachement anxieux, soit en mode pas assez pour l'attachement évitant, mais la relation est fragile en fait. La manière dont vous menez vos relations, pour ceux qui ont des attachements insécures, elle est extrêmement vulnérable. Et donc ça crée un impact sur l'estime de soi et la confiance en soi, puisque j'ai perdu la confiance en les adultes que j'avais à l'époque. Donc du coup, je rappelle que l'enfant ne peut pas se dire qu'il est un bon objet dans un environnement mauvais. Il peut se dire que c'est lui le mauvais objet. Donc forcément, pour sa survie, hein, donc forcément, ça crée un déficit d'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas la confiance en soi. Hein, c'est pas l'estime de soi, c'est je ne suis pas quelqu'un de bien. Si quelque chose se passe dans la relation, c'est forcément moi qui cloche. Je le prends très perso en fait. Hein. Et je vais avoir du mal à dire que c'est l'autre qui cloche. Il m'en faut beaucoup souvent pour dire que c'est l'autre qui ne va pas ou analyser la situation de manière factuelle. Je vais plutôt prendre perso en me disant c'est moi qui ne va pas, ça c'est l'estime de soi
hein. Et la confiance en soi, la différence, c'est quand je mène des actions qui font que ça marche. Donc là, je prends confiance en moi. L'estime de soi, c'est être, et la confiance en soi, c'est faire, ou réussir des trucs. Alors, c'est une différence. Donc très souvent, pour les gens qui y arrivent, ils arrivent majoritairement en consultation avec des problèmes d'estime de soi. Bon, c'est un peu classique aussi. La plupart des gens, 80%, ont des problèmes d'estime de soi. C'est je ne suis pas à ma place, j'ai peur de déranger, ou je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez suffisante, la preuve. Donc ça, c'est le problème d'estime de soi. C'est être, ne pas se trouver assez suffisant. 3 petits points. Bon, effectivement, ça ne peut se redresser que quand on passe d'un attachement insécure. Voilà, ça fait le lot des attachements insécures, ça, hein, l'estime de soi écroulée. Donc ça ne va pas se régler comme ça. C'est les gens qui viennent en disant « ouais, j'aimerais bien remonter mon estime de soi ». Ça ne peut pas se faire comme ça, il faut revisiter toutes les problématiques des figures d'attachement de l'époque, hein, de l'ancienne, des attachements initiaux, là, des parents et des figures d'attachement de départ. Et puis voir comment je m'attache aujourd'hui, en sur ou en sous, hein, et puis de passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Et donc on va voir, c'est tout le trajet de ma conférence, la suite. Alors l'attachement insécure, pour aller de manière un peu plus précise, c'est quoi? C'est j'ai envie de m'attacher parce qu'on a tous envie de s'attacher, mais je ne peux pas, ou je ne sais pas faire, ou je peux faire, mais je ne veux pas. Hein, ça plus pour l'attachement évitant, c'est j'ai envie de m'attacher, il y a une part de moi qui veut s'attacher, mais il y a une part qui ne peut pas parce qu'elle est trop effrayée et je ne fais pas confiance. Donc je préfère me couper, me dissocier. Voilà. Ça renvoie au cycle de l'attachement primitif. C'est-à-dire quand on était petit, au départ, quand on veut qu'on prenne soin de nous, on crie, on pleure pour réclamer de l'attention, d'accord? S'il n'y a pas de réponse adéquate de la part des parents, à ce moment-là, je vais monter, mon système nerveux, il va monter dans la fuite ou le combat, réponse de survie. Soit je vais essayer de me faire tout petit, de partir, soit je vais essayer de m'opposer, de gesticuler, de hurler, de crier, de m'époumoner. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, à ce moment-là, il y a la terreur. Il n'y a pas d'adulte qui est là pour moi, pour me protéger, pour venir à mon secours. À ce moment-là, je monte dans la terreur. Et c'est pour ça que ça, c'est important que vous compreniez le cycle des attachements insécures, parce que ça, c'est engrammé. Donc il y a des mémoires de ça dans le système nerveux, et ça perdure à l'âge adulte. Hein. C'est pour ça que je vous l'explique. Donc il y a de la terreur, et puis ça va se terminer. Je m'époumonne, je hurle de rage pour avoir ce que je veux, et s'il n'y a toujours personne, je me sens impuissant en tant que petit, et je me sens perdu dans l'univers, et après je vais m'effondrer, c'est-à-dire je vais me figer, c'est l'immobilité, ce qu'on appelle l'immobilité tonique, je vais m'immobiliser, et je vais m'effondrer dans l'immobilité. Donc ça se termine dans une forme de paralysie, de soumission et de paralysie, d'extinction. En fait, je vais m'éteindre, je vais m'annuler, et je vais me retirer du monde. Hein. C'est un peu ça le figement. Hein. C'est de la terreur figée. Quand vous vous retrouvez à l'âge adulte, dans un cycle comme ça, par une relation, vous pouvez très vite être activé. Ce que j'ai dit, la relation amoureuse active ce type de blessure de l'enfance, ce cycle. Donc vous pouvez très bien être dans une relation où ça vous stimule à l'endroit de ce cycle. C'est-à-dire, j'ai envie d'attention, l'autre ne prend pas soin de moi, il prend soin de ses besoins avant de prendre soin des miens. Je fuis ou j'attaque, hein, fuite ou combat, ça ne marche toujours pas. Donc après, je monte dans la terreur, mais la plupart des gens ne sentent même pas la terreur, ils ne sentent plus rien, ils ne sentent pas le désespoir, ils ne sentent pas la terreur, ils ne sentent pas la rage qu'il y avait avant quand ils étaient tout petits, et notamment l'attachement évitant. Vous allez voir, il n'y a plus rien qui sort. Tout est stocké, mais il n'y a plus rien qui s'exprime. Donc c'est le figement qui s'exprime, c'est-à-dire le collapse. C'est la partie qui est vraiment effondrée, coupée, anesthésiée. Voilà. Mais au fond, derrière, sachez que toute personne qui a un attachement insécure, il y a tout ça qui est stocké derrière. Donc il y a la rage, le désespoir, l'impuissance, la terreur. Donc il y a beaucoup. Il n'y a pas un peu. Ce que je dis souvent, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes assis sur un volcan, quoi. Que ce soit attachement anxieux ou évitant. Alors anxieux, ça se voit plus parce que les anxieux, ils ont beaucoup d'émotionnel, ils ont beaucoup d'angoisse, ils sont assez expressifs au niveau émotionnel. Les évitants, ils sont froids et distants, coupés. Mais néanmoins, que ce soit anxieux ou évitant, il y a tout ça qui est stocké en dessous. Et c'est stocké depuis l'époque, quoi. Le problème, c'est que le traumatisme, il n'est pas dans le passé, il est dans le corps maintenant. Il est dans la physiologie aujourd'hui.
C'est bien le problème, en fait. C'est pour ça que dans toutes les thérapies des traumatismes du développement, on y va en général en faisant avec très peu, parce qu'on ne peut pas toucher à la rage, à la terreur en 30 secondes. On va pas dire boum, non. Parce que c'est tellement stocké qu'il y a une part de nous qui se dissocie, qui ne veut pas toucher à ça. Il y a trop, en fait. Donc on ne peut pas y aller d'un coup comme ça. C'est impossible, sinon ça repart dans la dissociation. On veut se couper, on dit, bon, il y a beaucoup de gens qui disent oh là là, mais moi je veux pas toucher à mon passé, j'ai pas envie de faire de la thérapie, ça me saoule, je vais avancer dans la vie, il faut avancer, il faut mettre tout ça derrière. Donc c'est toute la boîte de Pandore, hein, sauf que c'est stocké, vous êtes assis sur un volcan. Donc quand on est assis sur un stock de rage, de terreur et de désespoir et trucs comme ça, ben, soit on se retire du monde avec des états plutôt dépressifs ou des états plutôt anxieux, soit dès qu'on rentre en relation, ça appuie sur les boutons, quoi. Hein. Voilà. Alors, par exemple, pour faire face, hein, si personne n'a pas été là, je vais descendre. Alors, ce que ça va donner chez les adultes, ça va donner de la honte, alors, le désespoir, mais souvent, il va y avoir le sentiment de honte qui va se traduire avec la défaite. On n'a pas été là pour moi. Donc, je me sens honteux, je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est ça le problème de l'estime de soi. Tout de suite, ça va se faire comme ça chez les petits. Hein. C'est moi qui ne suis pas OK, c'est moi qui ne suis pas normal, c'est moi qui fais faux. Et donc, j'ai honte d'être qui je suis. Voilà. Et soit je vais devenir insensible, attachement évitant, soit je vais devenir agressif. Là, on va aussi, je développerai tout à l'heure aussi que certaines personnes ne vont pas stocker la rage, mais vont être dans le combat tout le temps. Donc, vont militer pour des causes, vont être, je ne sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, hyper énervés sur un sujet, des vrais colériques, etc. Et ça, c'est la rage qui est stockée, qui sort comme ça, de manière impulsive, hein, qui ne contrôle pas leur impulsivité, parce que, voilà, il y a eu trop de rage stockée, et là, ils déstockent, mais sur des... Voilà, ils déchargent, en fait. Hein, c'est mal déchargé, mal géré. Donc, le système nerveux, vous avez compris qu'il peut être bloqué à un endroit du passé, et très vite, pour un adulte qui a eu des traumas du développement comme ça, le monde peut être submergent, ils ont vite peu de marge pour gérer le stress, et ils peuvent être vus comme des gens pas très rigolos, plutôt anxieux, plutôt dépressifs, etc. Alors que ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas sous le contrôle de la volonté. Vous avez compris que c'était le lot des problématiques, des figures d'attachement, l'amour dont ils n'ont pas reçu, le soin dont ils n'ont pas reçu, ces petits-là, qui vont donner des réactions... disproportionnelle par rapport aux stimuli. Les stimuli, c'est les personnes. Toute personne, tout objet d'amour est un stimulus, en fait. Hein. Moi, je le dis comme ça, c'est plus simple. C'est plus fonctionnel. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas reçu ce dont il avait besoin, il va rentrer dans son cycle. Envie de fuite, combat qui n'est pas possible, puis terreur, puis rage, etc. Et à chaque fois, quand il va être un plus grand adulte, il va se dire on a tous des besoins. Et quand il va avoir des besoins, par exemple, il va avoir la honte d'avoir des besoins. Il y a des personnes qui ont honte d'avoir des besoins et qui n'osent pas faire des demandes. Parce que, comme elles n'ont pas reçu, elles vont se dire mais moi, si je demande, de toute façon, je n'ai pas obtenu, donc laisse tomber. Je ne vais pas demander ce dont j'ai besoin. J'en avais une ce matin, une cliente comme ça, ce matin, elle me disait, mais moi, mon système, il m'a appris à ne jamais, ou très peu, m'exprimer, je me tais quand j'ai besoin de quelque chose, parce que c'était la stratégie qui a le plus marché. C'est-à-dire que quand je réclamais de l'attention, on me laissait parler, mais on ne me considérait pas. On me disait, calme-toi, va dans ta chambre, t'es énervé, allez, tu reviendras quand tu seras sage. Et donc, elle a appris que ça servait à rien de montrer ses émotions, d'avoir des besoins. C'était inopérant. Et donc, elle arrêtait, elle s'est éteinte. Ça fait partie des réponses de résignation, de démission. C'est-à-dire, plus jamais je demanderai, ça ne sert à rien, je ne demande plus. Voilà, j'ai honte d'avoir des besoins. Donc, il y a plein de gens comme ça. Hein. Donc, je vais arrêter d'être vulnérable, je vais faire seule, d'accord ? Je vais compter sur moi. Et puis, je vais attendre, par exemple, dans son cas à elle, c'était je vais attendre que l'autre devine que j'ai des besoins. Voilà. Alors, l'autre était l'épate, soi-disant. Mais jamais de la vie. Alors, je dis, mais tu vois, si tu ne demandes pas ce dont tu as besoin en prenant le risque à l'âge adulte du non, du rejet,
ben, tu utilises des stratégies inopérantes, qui sont des stratégies soit de rien demander du tout et d'attendre que ça vienne tout seul, donc des positions d'attente. Je vais attendre. Bon, ben, elle attend. Alors des fois ça vient, puis souvent ça vient pas. Soit bah, ce qu'elle faisait, c'était bah, ce qu'elle me disait, soit j'attends, soit je donne tout à l'autre, enfin j'en fais des tonnes pour l'autre parce que je me dis qu'en faisant des tonnes, elle va peut-être répondre à mes besoins, soit je suis énervée parce qu'elle doit deviner ce dont j'ai besoin, mais elle ne devine pas. La personne ne devine pas ce dont j'ai besoin, mais c'est nul, et après elle la blâme. Donc c'est toutes des stratégies inopérantes qui ont été peut-être les plus efficaces à l'époque, quand elle était petite, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Donc ce type d'attachement qui est lié aux attachements insécures, hein, j'ai eu honte d'avoir des besoins, personne n'est venu pour moi, je réclame de l'attention, donc posez-vous la question, comment vous faites pour réclamer de l'attention à l'âge adulte? Comment vous vous arrangez pour avoir de droit à obtenir ce dont vous avez besoin? Ou encore, je vais poser la question autrement, comment je m'organise aujourd'hui pour ne pas demander ce dont j'ai besoin aux autres, ou à mon compagnon, ou aux autres, aux amis, etc. Comment je fais pour pas avoir ce que je veux, clairement? Voilà. Il y a des personnes qui ont justement pas reçu et qui vont s'arranger soit pour réclamer tout le temps de l'attention, parce qu'ils ont manqué, donc ça c'est plutôt l'attachement anxieux, je vais courir derrière quelqu'un qui va me réparer et qui va me donner tout ce dont j'ai manqué, ou l'attachement évitant qui va être complètement inversé, qui est ben, moi je vais me couper, je vais faire seul, je vais être très indépendant et donc je compte pas sur quelqu'un, j'ai pas confiance et je compte sur pas grand monde, voire personne pour qu'on s'occupe de moi. J'ai pas le droit d'avoir des besoins en fait ici, hein, pour l'évitant, c'est j'ai pas le droit, ça sert à rien d'avoir des besoins, de toute façon ça marche pas. Bah, personne pour moi. Voilà. Donc c'est important de comprendre ces systèmes qui sont des stratégies de survie qui ont été mises en place petits et qui continuent chez l'adulte jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant que vous ne remaniez pas vos stratégies de survie, comment je m'organise pour avoir ce dont j'ai besoin en relation, ça continuera tout le temps. D'où l'intérêt de faire un remaniement quand on est grand, hein, de se poser des questions et de se dire est-ce que je vis plutôt en abondance? Est-ce que je sais me montrer vulnérable? Est-ce que je sais demander ce dont j'ai besoin? Ou au contraire, j'ai tellement eu l'habitude de ne pas avoir ce que je veux que du coup, soit je m'éteins complètement, je me résigne, soit je réclame et c'est jamais assez satisfaisant puisque tout ce que je demande, je ne peux pas avoir autant que ce que je veux. L'attachement anxieux, c'est souvent ça, hein. De toute façon, je suis insatiable. C'est de l'avidité. C'est de toute façon, personne ne peut me rassurer tellement, et c'est jamais assez, et je suis assez jamais tranquille, et je suis pas sûre de moi, et l'autre est pas sûr, il va s'éloigner, voilà. Bon. Il y a j'ai trouvé intéressant aussi dans les éclairages que je voulais vous donner ce soir, 3 types de suites au traumatisme du développement, qui sont des figures archétypales qu'on peut voir avec ce cycle que j'ai décrit, hein. Vous vous rappelez le cycle terreur, fuite, combat, terreur, figement, paralysie, immobilité tonique, désespoir, honte, etc. Alors ça, je vous renvoie je mettrai le lien aussi, parce que c'est un chercheur que j'aime bien, qui est un psychiatre, qui est aussi un ami, qui s'appelle Ansgar Rougemont, qui est un Suisse, et qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Vampire Rosen. C'est il a défini 3 figures archétypales que je trouve assez chouettes parce que on les trouve beaucoup dans les actualités, dans les réseaux sociaux, etc. Enfin, on les trouve vraiment dans notre société occidentale. La première, c'est le loup-garou. Il décrit le loup-garou. On m'avait interviewé sur. Alors, il y a des hommes qui se prennent pour des loups-garous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est quoi ces conneries, le loup-garou? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'était vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans les actualités des mecs qui se rassemblent et qui se prennent pour des loups-garous. Enfin, c'est une figure archétypale. Voilà. Bon, moi, je savais pas. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Bon, pourquoi pas. Mais alors, il y a 3 figures archétypales qui sont en lien avec ces problématiques d'attachement insécure. Le loup-garou, donc le loup-garou, c'était un peu. Alors, c'est quoi un loup-garou? C'est le jour, je fonctionne bien, je suis. Voilà, je fonctionne normalement, en apparence, tout va bien. Je prends sur moi, et la nuit, je crie. Et la nuit, je suis enragée, en fait.
Et la nuit, je sors, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde en fait, hein. Donc j'ai un faux self, hein, je fais là, tout va bien toute la journée, et j'ai un masque. Et après, je décharge ma colère. Et là, je suis sur les réseaux, j'en veux au monde entier, je suis complotiste, enfin je sais pas quoi, enfin je me déchaîne sur je sais pas qui. Par exemple, les masculinistes. Je suis très frustrée, mais je fais de grands efforts pour paraître normale. Voilà. Donc ça peut être une figure archétypale qui est intéressante à examiner, hein, qu'on va appeler après en psychopatho la figure plutôt des sociopathes, hein, ceux qui ont du mal à contrôler leur agressivité, hein, et qui pour un oui, pour un non vont s'énerver. Ça peut être un militant sur une cause mais qui est très agressif, ou un terroriste, ou je ne sais pas quoi, choses comme ça, mais c'est des gens qui sont très frustrés. Ou alors, ce qu'il avait dit aussi, c'était, je l'ai mis un peu plus tard, c'était les zombies. Alors les zombies, je trouve ça assez évitant, hein. Le zombie, c'est plutôt en psychopatho, c'est le schizoïde. Donc la schizoïdie, c'est se mettre à distance, c'est se couper, hein, s'anesthésier au niveau de ses émotions. Donc quand on a des émotions difficiles, si on est un zombie, on va se couper, on ne va pas sentir. Évidemment, c'est un réflexe. C'est effectivement ce qui s'est passé quand j'étais petit, il n'y avait personne pour moi. Donc le réflexe, c'est je me coupe, c'est le figement, hein, je mets tout à distance. Toutes mes émotions, toutes les émotions des autres, je mets tout à distance et je remonte dans la tête pour maîtriser, réfléchir, comprendre, analyser, traiter. Voilà, je me mets de haut et j'essaye de réfléchir. Alors c'est des gens qui pensent beaucoup mais qui ne sentent pas la vie. Ils ne sentent pas, ils pensent. Ça c'est problématique d'ailleurs, parce qu'à force de penser, ils pensent en général assez faux, hein, ils sont obsédés par plein de pensées, mais ils ne sentent pas ce qui se passe en fait. Voilà, et donc il y a deux types de zombies, je vous le dis parce que je trouve vraiment intéressant et amusant et assez ludique de voir les choses comme ça. Il y a le zombie mouillé, qui est celui qui a besoin de substances psychoactives, soit des drogues, soit des médicaments, en tout cas un apport régulier de quelque chose pour pouvoir tenir le coup. Hein, il y a des gens qui sont très à distance de leurs émotions, et pour pouvoir gérer tout ça, parce qu'elles sont refoulées les émotions, elles sont quand même stockées, elles ne s'envolent pas avec leurs petites ailes, eh bien ils vont tomber dans des addictions. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de médicaments, d'anxiolytiques, de somnifères, de trucs comme ça, hein, ça c'est vrai, ça existe, hein, ou de drogue. Bon, ça peut être aussi des addictions dans les jeux vidéo, dans l'alcool, boire un coup, ça peut être des addictions dans le sport, des gens qui sont qui veulent toujours être plus performants, chez performants, etc. Donc ça, c'est les zombies qui sont toujours, je fais seul, je me débrouille, je suis très indépendant, je suis très coupée de mes émotions, je fais genre j'ai besoin de rien, j'ai honte d'avoir des besoins, et je ne peux pas compter sur les autres. Ça fait tout ça à partie de l'attachement évitant. Et en même temps, pour gérer et apaiser tout le stock des émotions qui est quand même au fond, qui est toujours là, hein, rage, désespoir, terreur, etc., voilà, vous avez vu, ça part dans les substances où il faut quelque chose de régulier, un apport régulier, ça crée les dépendances. Et le zombie sec, qui est celui qui a loin de son émotivité, mais qui va compenser par un côté rigide, alors il y en a plein, hein, des gens qui sont comme ça, perfectionnistes, rigides, c'est des gens qui sont très pros, qui sont des experts, qui maîtrisent les sujets, etc., mais qui dans les relations sont assez froids, assez distants, voilà. Vous voyez le genre? Donc des gens qui sont très très perfectionnistes comme ça, et tout est dans le détail, tout est parfait, c'est des experts, quoi. Ils ont une voix assez monotone, hein, en général, hein, mais tout est bien carré, et voilà, ça peut faire de très bons chercheurs, de très bons experts, etc. Mais sur la partie relationnelle, émotionnelle, c'est très loin de ses émotions, très à distance. Ou quand il parle comme un robot, il en parle comme à une troisième personne, ouais, c'est très froid, quoi. Voilà. Donc ça, la société d'ailleurs est très contente d'avoir des gens comme ça en entreprise, hein, puisque voilà, ça fait d'excellents chercheurs, d'excellents professionnels, des gens qui maîtrisent, mais qui partent souvent dans des burn-out parce que c'est de l'excès. Il y a pas ils prennent trop sur eux en fait. Ils sont trop serrés. Ça part souvent dans des problématiques de burn-out. Et le troisième profil archétypal, c'est les vampires. Ça fait aussi, alors là, il y a l'attachement anxieux et l'attachement évitant. C'est surtout ces deux types d'attachement que je voulais voir avec vous ce soir, un peu moins l'attachement désorganisé.
je continuerai tout à l'heure. Les vampires, pour Ansgar, c'est autre chose, c'est les profils narcissiques. Personnalité narcissique, c'est l'inflation de l'ego, c'est une très faible estime d'elles-mêmes. Hein. Les gens qui sont narcissiques, ils ont une très très faible estime d'elles-mêmes à cause d'une surcharge traumatique. Ils vont compenser par un besoin de succès social, de richesse, de gloire, de beauté, que homme ou femme, hein, peu importe, pour se dire qu'elle est une bonne personne. Donc c'est très dans le pouvoir, dans la reconnaissance sociale, ça cherche toujours des signes de reconnaissance. Et ça fonctionne en apparence normalement. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est apparemment normale, mais en fait, il y a une tentative de compenser la partie émotionnelle qui dérange en étant quelqu'un de fort, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a plein d'amis, qui a plein de succès, qui fait tout parfait, tout bien, etc. Vous voyez la différence entre le zombie sec et le vampire? Donc voilà, donc le vampire, pourquoi? Parce que la personnalité narcissique, dans la relation en général, la prédisposition, c'est d'être d'abord centré, prendre soin de ses besoins à elle, plutôt d'être prendre soin des autres. Ça peut être très empathique, mais c'est assez manip en fait. Hein. Et c'est pas très authentique. Ça fait genre authentique, mais c'est pas très authentique. J'ai développé déjà ces sujets-là, j'avais déjà développé le profil manipulateur, narcissique dans d'autres conférences, donc je vous renvoie dans d'autres conférences, je ne peux pas tout traiter dans celle-là, mais c'était plus pour vous montrer un peu les suites des attachements insécures, des attachements insécures de l'enfance, hein, des problématiques de l'enfance, comment ça peut construire des profils ensuite, ou narcissiques, ou schizoïdes, ou des profils sociopathes, et qui sont des traits de la personnalité. Hein, c'est pas forcément, c'est mon nuance, hein, c'est pas forcément des psychopathes, mais on peut tous avoir plus ou moins des fois des côtés loup-garou, ou un côté vampire, ou un côté zombie. Hein. Et donc à examiner aussi chez vous dans quelle figure archétypale vous vous baladez. Donc tout ça, c'est de l'attachement insécure quand même. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes toujours pas en grande sécurité en vous, et donc vos relations, elles sont toujours en recherche de quelque chose. C'est-à-dire vous cherchez toujours à réparer quelque chose de l'enfance. Alors j'avais mis un petit truc sur l'attachement, c'est quoi? J'avais fait un petit point là-dessus, j'avais dit c'est une force qui est biologique, et comme les animaux, on ne peut pas lutter contre ce qui nous pousse pour notre survie. On a tous besoin d'être proches de ceux qui sont là pour nous soutenir et nous guider à notre potentiel, quand on est petit, mais aussi quand on est grand. Pas parce qu'on est grand qu'on n'a pas besoin de personnes dans notre entourage qui soient bienveillants, qui nous soutiennent, qui sont un peu nos guides, quoi, qui nous encouragent toujours, qui nous valorisent, qui sont là pour nous. Voilà. C'est vraiment important de bien s'entourer, y compris quand on est adulte. Et surtout si on n'a pas reçu ça enfant. Donc au départ, c'est les figures d'attachement qui sont là pour nous, les parents. Après, ça va être nos amis et les conjoints. Et donc, amis et conjoints, et notamment conjoints, compagnons, tout ça, c'est ce qu'on appelle, plus tard, les substituts des imagos parentaux. C'est-à-dire que va se répéter, je l'ai déjà dit mais je le redis, tout ce qui s'est passé, s'est joué dans l'enfance, ça va se répéter avec ces substituts d'imagos parentaux. Donc nos objets d'amour, donc nos fameux conjoints, nos partenaires relationnels, nos amoureux, nos amants, nos je sais pas quoi, nos compagnons et nos amis. Voilà. Et effectivement, tout au long de notre vie, on va continuer à avoir ce type de besoin et on va continuer à chercher l'accordage qui est bébé, comme quand on est bébé, on fait des sourires. Si on fait un sourire, on a plus l'idée qu'on va s'intéresser à nous, on va gazouiller, on va crier, on va pleurer pour qu'on vienne nous soutenir, nous réconforter. Donc ça, c'est des comportements soit qu'on va conserver, soit qu'on va éteindre si vraiment ça a été défectueux dès le départ, comme je disais. Alors, les parents, ils ne sont pas responsables de tout. Quand on dit, là j'ai parlé des parents qui étaient défectueux, il peut y avoir aussi l'environnement. Vous pouvez aussi être dans des banlieues difficiles, il n'y a pas que les parents non plus, il n'y a pas que la mère. Souvent on blâme la mère, elle n'est pas responsable de tout. D'ailleurs tous les parents font des dégâts quand même, ils ne peuvent pas être des parents parfaits. Mais il peut y avoir aussi ce qui va jouer dans les figures d'attachement. Ça peut être simplement, vous êtes dans une banlieue difficile, ou vous êtes, je ne sais pas, dans un pays en guerre, ou vous êtes, bon voilà. Et donc ça va influencer aussi sur
sur ce que vous vivez dans l'attachement, sécure ou insécure. Et si les parents eux-mêmes sont insécures, évidemment, ça ne va pas être terrible. Par exemple, on ne répond pas à un enfant qui pleure, ou on le fait trop attendre, ou on le rejette, ou on lui dit « j'ai pas le temps, va voir ton père », ou une mère qui est trop fusionnelle, ou qui est trop anxieuse et qui a du mal à le lâcher à l'école. Dans la surprotection, c'est pas bien non plus, hein. C'est insécurisant. C'est-à-dire que le parent ne répond pas de façon adéquate. Et à savoir que plus on a reçu de la sécurité petit, plus on va avoir une bonne estime de soi, je vous l'ai déjà dit, et plus on aura des facilités à faire ce qu'on a à faire dans le monde. Moins on a reçu tout ça, et plus on aura des difficultés à faire ce qu'on a à faire dans le monde, à prendre notre place, etc. À faire confiance en soi, à faire confiance en les autres, à se sentir indigne de vivre si on a eu des problématiques d'insécurité. On va avoir honte, on ne va pas se sentir légitime, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Donc je reparlais, donc l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Donc ça, je vais parler d'abord de l'attachement anxieux qui est le plus... c'est pas le plus fréquent, il y a des anxieux et des évitants. Je vous avais dit, il y a 50% d'attachement insécure. À l'intérieur, il y a très peu de désorganisés, il y a beaucoup d'évitants et d'anxieux. Donc c'est un grand classique du genre. Hein? Alors, oui, je vais reformuler. Hein? L'évitant est un attachement insécure, ça c'est sûr. Après, on peut être un coup anxieux, un coup évitant, parce que on n'est pas, tu vas voir, on n'est pas tout le temps ou tout l'un ou tout l'autre. Alors parfois oui, mais tu peux faire dans ta vie des séquences où tu peux être anxieux et après tu passes à l'évitant. C'est un classique du genre, ça, tu vois. Ou selon des circonstances, selon certains partenaires de relations, tu peux être parfois évitante ou parfois anxieuse. Ça va dépendre aussi du contexte. Voilà. Mais c'est un peu comme un bouton. Tu n'es pas forcément que sur un bouton. Voilà. Là, je vais plutôt parler de l'attachement anxieux. Donc, c'est l'attachement qui est dit fusionnel. Attachement anxieux fusionnel. C'est le besoin d'être vraiment proche de l'autre. Exemple, un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, qui va crier quand il ne va pas bien, et il va s'accrocher, en fait. Moins il y a de réponses, et plus l'enfant va s'agripper, va s'accrocher. C'est un réflexe. Hein. Et plus il a des miettes, il va se dire, quand il va grandir, c'est mieux d'avoir des miettes que d'avoir rien, même si ça ne marche pas. Et en général, ça va devenir le mendiant de l'amour. Voilà, plus tard. L'attachement anxieux, c'est le mendiant, c'est celui qui réclame de l'attention, comme j'ai dit, qui est insatiable, c'est jamais assez, soit en mode anorexique ou boulimique, plutôt en mode boulimique en général, c'est une forme d'avidité du lien. On en retrouve plein sur les sites de rencontres. Un paquet de gens qui sont des SDF de l'amour et qui cherchent à s'agripper parce qu'ils ne veulent pas finir seuls, ou qu'ils ont peur d'être seuls 5 minutes, ou que je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est ces petits vampires. Une autre manière de l'attachement anxieux, c'est de tomber malade pour qu'on s'occupe de nous. Ça, donc tous les scénarios de victimes en général, hein, et je blâme l'autre qui est le grand méchant loup, c'est l'attachement souvent anxieux. Je passe de victime et après je peux tomber dans le triangle, victime, persécuteur, sauveur. Vous voyez, en général, ça joue dans les jeux psychologiques. L'attachement insécure, et notamment l'attachement anxieux, il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est bizarre, je ne suis pas comme ça au boulot, je ne suis pas comme ça avec mes amis. » Non, c'est normal. Comme vous l'avez compris, qu'on le rejoue qu'avec des figures d'attachement, genre qui sont des substituts des imagos parentaux. Donc ça se joue évidemment avec les histoires de relations amoureuses. Ça ne se joue pas avec n'importe qui. On ne met pas d'enjeu. Donc c'est vraiment comme des dominos. Hein, voilà. Chez les anxieux, on va trouver la crainte d'être seul. Ça donne des adultes collants, en couple. Et plus ils sont collés, plus ils sont fusionnels et plus ils sont jaloux, parce qu'ils ont peur d'être séparés, et plus jaloux que la moyenne. Et ils vont réclamer de l'attention plus que la moyenne. Et eux, ils sont très émotionnels. Et ils vont dire que ça ne va pas bien. Ils vont dire qu'ils ont besoin de passer du temps avec, qu'ils ont peur de l'éloignement de l'autre, de la séparation, qu'ils ont peur de l'abandon. Ils vont en parler beaucoup. Pour autant, ce n'est pas pour ça que l'autre va le rassurer tout le temps, peut-être au début un peu, puis après, le partenaire en a marre de le rassurer, parce que c'est jamais assez, en fait. C'est comme un trou sans fond, en fait, pour l'attachement anxieux.
il est persuadé que tôt ou tard, l'autre va l'abandonner. Ou s'éloigner, ou se diriger vers un autre. Donc, il va devenir possessif, jaloux, et vouloir partager un maximum de choses avec, tout le temps. C'est jamais assez, quoi. Je veux toujours passer du temps avec toi, et du temps avec toi, et du temps avec toi. Et l'autre, au bout d'un moment, il est étouffé, quoi. Donc, il dit, ben non, moi, je veux passer un peu en... C'est suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. L'autre, il a envie d'aller voir ailleurs un peu. Et l'autre, il s'agrippe. Voilà, l'anxieux, il va s'agripper et va avoir des angoisses à la séparation. Ça va réactualiser, donc, ce cycle infernal de tout de suite, ça monte. Vous vous rappelez le cycle qui est fuite, combat, terreur, figement, honte, désespoir, etc. Donc, c'est tout de suite très fort. C'est pas léger, quoi. C'est tout de suite, ça monte dans oh là là, que vais-je devenir si je passe pas 2-3 heures de plus avec lui, s'il me répond pas, si elle me répond pas à mes messages, mais que va-t-il se passer je ne vaux rien, et tôt ou tard, elle va m'abandonner, il va m'abandonner. Enfin, bon. Ça monte tout de suite dans une puissance extrême. Parce que c'est là où on sait que c'est un attachement insécure. Parce que c'est normal de se dire, tiens, c'est bizarre, l'autre ne me répond pas, c'est quoi le problème? Mais je ne vais pas faire des scénarios catastrophiques et je ne vais pas être dans des angoisses et des crises d'angoisse pas possibles ou dans des obsessions, ce qu'on appelle la limérance. Je vais probablement écrire un bouquin d'ailleurs sur la limérance, qui est l'obsession. Je pense tout le temps à l'autre, je n'arrête pas d'y penser du matin au soir, je suis complètement obsédée. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc on est dans des activations vraiment majeures sur un stimulus qui est assez moindre en fait, avec des interprétations du pire, quoi. Hein, c'est vraiment l'abandonnique, l'attachement anxieux, c'est vraiment, il voit le pire du pire. Comme un tout petit, en fait. On retrouve le tout petit qui est, mais que je ne peux pas faire seul, quoi. Voilà. Donc, vous avez compris que pour lui, ce qui va être optimal, c'est d'apprendre à mieux réguler ses émotions, parce que les émotions, il y en a de trop partout, tout partout, il y a trop d'émotions qui sont stimulées et restimulées par la relation amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui va chercher la relation amoureuse, qui va au-devant, qui n'aime pas être seul, donc forcément c'est quelqu'un qui est assez proactif sur le terrain de la relation amoureuse. Très souvent on voit les anxieux, sauf quand ils ont vraiment pris cher, mais sinon ils repartent sur les sites de rencontres en fait. Ils en veulent quoi. Ils sont demandeurs on va dire. Et puis on va les voir quand ils sont dans des moments de séparation ou de fragilité, où ils sont en passe de séparation, ils ne savent pas trop si la relation va maintenir ou pas se maintenir. Ils ressortent avec leurs amis, ils appellent leurs amis, ils font la fiesta. Enfin, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait du lien, quoi. Hein, ils sont très émotionnels, ils sont très en lien. Et d'ailleurs, même tout de suite, appeler la copine ou le copain dès que la relation ne va pas avec le partenaire, c'est même des fois un peu excessif. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gérer tout seuls, en fait. Donc eux, il faut leur apprendre. Enfin, l'idée en thérapie, c'est de leur apprendre à tolérer un peu d'émotion sans tout de suite passer par le lien. Donc à rester un peu, donc de réguler leur système nerveux, de réguler les émotions, de s'autoréguler en trouvant des astuces pour pas toujours passer par le lien, parce que sinon ça renforce toujours le fait que je peux pas faire seul, et il me faut quelqu'un à qui m'agripper, allô, allô. Ça veut pas dire qu'il faut d'un coup, parce que ça marche jamais, hein, dire bon bah maintenant j'en ai marre, je vais rester seule sur mon canapé, je vais avoir une grosse crise d'angoisse et je vais me gérer tout seul. Alors, ça marche pas du tout. Alors, pas du tout. J'explique, il y en a qui me l'ont fait. Hein. Parce que moi, je fais des formations sur le vide affectif. Là, ma prochaine formation qui démarre fin janvier, début février, c'est comment sortir de l'attachement anxieux évitant. Je les connais, les anxieux, ils me font le coup à chaque fois, ils me disent « j'en ai marre, je souffre trop », parce qu'ils arrivent en consultation, ils n'en peuvent plus en fait, ils ont des angoisses comme ça, ils en ont ras-le-bol, ils souffrent, ils ont des attaques de panique, enfin vraiment c'est hyper costaud quoi. Donc ils veulent gérer déjà leur crise d'angoisse, d'accord ? Ou leurs émotions, ou leurs pensées délirantes autour de qui pense à moi, pas moi, et qu'est-ce qu'il pense, et qu'est-ce qu'il fait, et pourquoi il n'est pas là, et pas un coup fin. Donc ils n'en peuvent plus, ils se fatiguent, donc ils veulent gérer ça. Mais des fois, ils sont trop raides, quoi. Ils se disent, bon, allez, j'en ai marre, maintenant, je vais faire tout seul. Je vais me gérer. Je ne gère pas du tout, mais c'est pire que tout, en fait, parce que c'est une catastrophe. Ils n'ont pas les moyens du tout de passer comme les évitants qui ont appris à se gérer tout seuls, d'être dans des grosses crises d'angoisse, et puis d'un coup, de faire silence radio, il n'y a plus un bruit. Je tombe dans des abîmes, parce qu'ils retombent direct dans le cycle de la... Mais vous avez vu, le cycle, il est mouse. Terreur, c'est pas une petite peur, hein. C'est terreur, vide abyssal, rage, on retombe là-dedans, hein. Donc c'est pas du petit, c'est du costaud quand même, il y a du lourd. Donc ils peuvent pas, c'est pas possible de passer du tout ou rien et de gérer ces crises d'angoisse comme ça, d'un coup, sans se faire aider, sans passer par un peu de lien, mais il y a
beaucoup de liens, un peu de liens, il faut toujours nuancer, hein, et apprendre petit à petit à s'autoréguler. Donc ça va être important. Et d'arrêter aussi ces discours de victimes incessants, parce qu'ils se branchent à la prise en mode oui, c'est de sa faute à l'autre, et tati et tata, t'as vu ce qu'il m'a fait, et nani, et nana. Donc c'est des discours de victimes. Au bout d'un moment, c'est bien, mais ça renforce le truc, quoi. Il se passe rien, ça règle rien en fait. Donc il vaut mieux, par exemple, trouver un guidage de relaxation s'ils veulent s'autoréguler, par la voix par exemple, ou faire du sport, ou travailler sur la cohérence cardiaque, la respiration. On sait que, par exemple, je faisais travailler quelqu'un ce matin sur un attachement anxieux, je disais, écoute, tu peux t'orienter dans la pièce pour voir qu'il n'y a pas de danger quand tu as une crise d'angoisse parce que ton mec n'est pas là, tu peux t'orienter dans la pièce pour visuellement faire un tour et voir qu'il y a des choses, tu te remets en contact avec la réalité, ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Ou vous savez que quand on bouge la tête, il y a le nerf phrénique qui touche le diaphragme. Donc ça permet, vous le faites, vous allez voir, si vous bougez la tête de gauche à droite, d'un coup, il y a le diaphragme qui s'ouvre. Et donc, c'est des petites choses comme ça, comment s'autoréguler. Hein. Ça peut être aussi décharger le trop-plein d'émotions en se secouant, voilà, ou de la cohérence, de la respiration consciente, pour repartir sur quelque chose qui diminue l'angoisse. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'autorégulation. Et ça peut être intéressant d'apporter des outils d'autorégulation que les gens qui sont dans des attachements anxieux, qui ont des crises d'angoisse, parce que ça monte, et après, ils ne savent plus quoi faire, quoi. Voilà, donc la croyance de ces personnes, c'est « je suis incapable de m'apaiser tout seul ». Ça a été le cas quand j'étais tout petit, hein, donc c'est pas contrôlé par la volonté, je rappelle, hein, et c'est ce qui leur passe par la tête. Donc la direction, ça va être l'autonomie. Et pas à pas, pas d'un coup, ça c'est pas possible. En se connaissant mieux, en étant dans la bienveillance et la douceur avec soi, comme je l'ai dit. Et puis voilà, moi ce que je trouve qui marche bien dans ce que je propose, c'est effectivement de rassembler les anxieux et les évitants ensemble déjà, pour qu'ils se comprennent mieux les uns et les autres, parce que c'est la polarité inversée, mais c'est bien de comprendre son inverse, surtout que des fois on passe comme je l'ai dit, on peut passer d'une histoire avec j'étais dans un attachement anxieux, le prochain je suis dans un attachement évitant, c'est-à-dire je suis en mode distant, froid, méfiant et tout, donc c'est intéressant de voir les deux polarités, de se comprendre et surtout de se soutenir ensemble, de mutualiser les soutiens, de faire des petites familles. Je ne suis pas seule avec mon truc, quoi. Parce que très souvent, le problème de travailler seule, par exemple, j'ai un attachement anxieux et je travaille seule, j'écoute des vidéos, c'est super, hein, il y a plein de trucs dans le développement personnel maintenant, il y a plein de bouquins, il y a plein de livres audio, il y a plein de vidéos, il y a mes confs, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui font plein de trucs. Mais très souvent, à travailler tout seul, ça ne suffit pas. C'est bien, c'est mieux que rien. C'est des démarrages. Et les évitants, pour eux, moi, les anxieux, ils sont plus émotionnels, ils ont plus besoin du lien d'un thérapeute ou d'une famille, comme les groupes d'accompagnement que je fais en ligne. Mais les évitants, eux, ils vont plus arriver en consultation, c'est marrant d'ailleurs, en mode, je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais je vais essayer, je suis curieux d'esprit, j'ai lu un bouquin là-dessus, je pense que je vais essayer de comprendre un truc, peut-être je vais encore plus comprendre, il faut que j'arrive et que je comprenne ce qui s'est passé dans ma dernière relation, il faut tout que je comprenne, on est très dans le mode cognitif. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais quand même, je vais le faire, j'ai l'esprit curieux et ouvert, il faut que je lise 3 tonnes de bouquins là-dessus d'ailleurs. Voilà, ça c'est plus les modes évitants, donc vous avez plus le zombie, hein, qui cherche à tout réfléchir, à tout comprendre. Mais les évitants, je rappelle, ils sont très peu en confiance, ils ne font pas confiance au lien. Pour eux, l'autre n'est pas un vecteur de soutien, pas fiable. Voilà. Alors que l'anxieux est plus partant de s'appuyer sur. Il peut plus facilement devenir dépendant du thérapeute que l'évitant, par exemple. Bon, ça c'est nous, on le sait, donc on va éviter de rendre dépendants les anxieux. Enfin, l'idée c'est de les rendre autonomes, hein, c'est pas de se les garder sous le coude pendant 107 ans non plus. C'est pas le but. Alors, je n'ai pas parlé de l'attachement désorganisé, je vais juste en toucher 3 mots. C'est encore plus rare, mais c'est plus grave. C'est un mix des deux, en fait. Ils ont vécu des choses encore plus graves, comme des traumas, comme la violence physique, émotionnelle ou des abus sexuels, des placements, des abandons, des décès de parents, des guerres, des stratégies vraiment. Ils mettent en place des stratégies complètement déstructurées. Donc, on les voit un coup anxieux, un coup évitant, un coup anxieux, ils sont ambivalents, ils se tapent des crises d'angoisse, des crises de colère, des crises de rage, des crises de désespoir, des crises de panique, et ils ont des vies chaotiques.
Donc l'attachement désorganisé, c'est quand même moins fréquent dans les consultations, en tout cas que moi je reçois. C'est moins dénévrosé, on va dire, mais ça existe aussi pour une petite part de la population. Donc eux, il va falloir aussi apprendre à réguler leurs émotions pour éviter les passages à l'acte, parce que dans l'attachement désorganisé, vous avez vu, ça fait beaucoup de passages à l'acte de violence. Soit de violence sur soi, soit de violence sur les autres. Ça contrôle pas, quoi, hein. Ça perd le contrôle en 2 temps 3 mouvements. Donc il n'y a pas de marge du tout dans le système nerveux. Les gens qui sont hors de contrôle, perte de contrôle, c'est pas volontaire de nouveau, c'est des problématiques justement d'attachement insécure et de bout de trauma du développement. Donc retrouver toujours, ce qu'on cherche à faire, c'est de retrouver les zones de sécurité, les endroits où je suis le moins activée. Si la relation m'active trop, ça veut dire que j'ai besoin de m'en extraire ou de trouver d'autres personnes avec qui je ne suis pas activée dans la relation. Comme je l'ai dit, l'aventure du couple, l'amour, c'est pas toujours quelque chose de confortable. Ça peut être extrêmement activant, hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont plus activées par la relation, donc stressées, plutôt que détendues, épanouies, stables, stabilisées, etc. Donc c'est important, ça c'est le point de départ. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'attachement évitant, parce que je parlais un peu du zombie. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne montrent rien. Donc on peut penser qu'ils sont sécures, mais en fait pas. Ils ont compris qu'il vaut mieux ne rien montrer de leurs émotions, et ça c'est leur réponse de survie. Parce que si je montre quelque chose, de toute façon, il n'y a personne pour moi, c'est encore pire. Donc je suis lisse et placide, et en étant détachée émotionnellement, au moins je survis, je fais face. Et peut-être que les gens sont plus sympathiques en face de moi que si je commence à réclamer, à taper du pied, à être, je sais pas quoi, à pleurer, à rire trop, etc. Donc eux, ils sont très dans lissage émotionnel. Donc soit les parents n'étaient pas là quand ils étaient petits, soit ils étaient présents mais ils ne se sont pas occupés d'eux, ou ils se sont moqués du petit. Donc ils se sont dit, moi maintenant, plus tard, je vais arrêter de montrer. Voilà. Ou les fameux parents que j'ai dit, va voir ton père, je suis pas là pour toi. Ou les parents aussi, ça peut être la mère en still face, ce qu'on appelle still face, c'est le parent qui est lisse en fait, qui est lui-même détaché émotionnellement. Des fois ça arrive, vous avez un parent, ou les 2 parents, qui sont eux-mêmes évitants, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes coupés de leurs émotions. Donc comment se mettre en connexion avec un enfant quand le parent est lui-même complètement détaché émotionnellement? Il ne peut pas, puisqu'il n'est pas en mesure d'être connecté. Donc il ne va pas donner grand-chose, ce parent-là, malheureusement. Et l'enfant va courir derrière la bonne connexion plus tard pour se réparer ou se dire ça ne sert à rien, de toute façon, je ne trouverai jamais de connexion dans le monde. Voilà, donc ça passe direct de l'activation à l'effondrement. Donc c'est je ne demanderai plus d'aide, hein. Donc l'évitant, c'est ça, c'est je ne montre pas mes émotions, je suis coupée, je suis froid, je suis à distance. Je mets beaucoup de distance entre moi et les autres. Je n'ai pas tant d'amis que ça. J'en ai 1 ou 2 à compter sur le bout des doigts. Et encore, je ne fais pas confiance. Je ne suis pas en sécurité dans le lien. Et je ne demande pas d'aide. Je compte que sur moi-même. Et je ne pleure plus, je crie plus. Ces gens qui pleurent, qui ont très peu d'émotions, hein, ils ne pleurent pas. Et ça peut aller jusqu'à... Et ça, c'est dommageable pour eux, hein. Je ne peux pas recevoir de soutien. Je ne sais pas recevoir le soutien. Donc, en thérapie, on en a moins. On a moins d'évitants que d'anxieux. Parce que les anxieux, évidemment, ils sont plus émotionnels, ils veulent gérer leurs angoisses. Les évitants, eux, ils se débrouillent tout seuls. Ou alors ils viennent 2-3 fois, puis ils veulent se débrouiller tout seuls, en fait. Ils ne veulent pas recevoir le soutien nécessaire. Ils se disent, moi, je n'ai pas besoin. Ah, hop. Et ça, c'est problématique, justement. Ils ont besoin de recevoir du soutien, comme tout le monde. Donc, ils ont besoin de revenir à la vulnérabilité. Ils ont le droit d'être fragiles et vulnérables, de reconnaître ces zones de fragilité pour oser demander du soutien et recevoir du soutien de certaines personnes avec qui ils pourront faire confiance. C'est tout le travail thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le travail thérapeutique? On essaye d'être des bonnes figures d'attachement, c'est-à-dire de réparer les figures d'attachement du départ en étant suffisamment bienveillant avec eux, hein, enveloppant, bienveillant, contenant surtout, de donner un espace de sécurité et de contenant où ils peuvent recommencer à exprimer toutes leurs émotions en étant dans le non-jugement, pris comme ils sont et en sortant de la honte. Ils ont le droit d'être comme ils sont, c'est ça, d'être authentiques et d'être pris comme ils sont pour sortir de cette honte et de je ne peux pas faire confiance en personne.
et j'ai le droit de recevoir du soutien. Ça, c'est vraiment le problème des évitants. Vous allez voir que pourquoi ils fuient le lien. Ils sont fuyants parce qu'ils se disent de toute façon, c'est perdu d'avance, ça ne sert à rien que je demande quelque chose à quelqu'un, y compris à ma compagne ou à mon compagnon qui me connaît le plus. C'est pas parce qu'il au contraire, c'est parce qu'il vous connaît bien qu'il se dit que dès qu'il y a un problème, c'est pas la peine. Il n'est pas en sécurité en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas en sécurité. Il faut beaucoup de temps pour l'évitant pour passer du mode je suis pas en sécurité avec toi à je suis en sécurité avec toi. Et une fois qu'il se sent en sécurité avec vous, imaginons ça fait 2 ans qu'il traîne, qu'il est en relation avec vous ou avec elle, et qu'il se sent en sécurité avec vous un peu, d'un coup qu'il y ait une catastrophe, que vous lâchez la main, qu'il y ait une rupture, que je ne sais pas quoi, alors là c'est reparti sur l'effondrement. Parce que comme il a du mal à être apprivoisé, une fois qu'on l'a apprivoisé, qu'il se dit je donne confiance, ça peut partir dans... c'est vraiment, j'ai vraiment, pour une fois, j'ai donné confiance, pour une fois. Et si l'autre me trahit, ou si je sais pas quoi, pour une raison ou pour une autre, ça peut repartir vraiment dans l'effondrement. Ce qui peut refaire vraiment... moi j'en ai des fois en thérapie, des personnes qui reviennent vraiment dans des évitants qui sont vraiment hyper mal en point, quoi. Ou qui ont sombré. En général, les évitants, ils vont nous faire... comme ils veulent vraiment contrôler, ils vont être aussi dans des burn-out professionnels. Ils vont se mettre en stress professionnel en plus. En général, ça fait plus. Voilà, mais ils ont l'air apparemment de... Souvent, ils font bonne figure. J'ai dit, ils ont l'air de gérer. C'est ceux qui peuvent trop travailler ou avoir des addictions. On l'a vu, les zombies mouillés ou les zombies secs. Ou partir voyager pour fuir, ou pour pas sentir l'abandon, vont trouver des systèmes de régulation qui coupent, mais ne règlent rien. Moi, par exemple, dans mon système d'évitement, j'avais pendant longtemps, si ici, avec celui-là, ça marche pas, moi j'en ai 2 ou 3 qui m'attendent au frigo, et donc, où je partirais voyager à droite à gauche, et donc comme ça, hop, je vais réguler mon système comme ça. Bon, c'est des réponses de fuite, mais c'est intéressant de voir quelle stratégie de fuite vous avez mise en place dans votre vie, pour éviter, pour réguler et pour faire au mieux avec ces sentiments que l'autre n'est pas fiable, que l'autre n'est pas cohérent, que l'autre n'est pas assez pour vous, ou que vous n'êtes pas assez pour l'autre, etc. Quelle stratégie de fuite ou d'évitement ou de régulation vous avez mis en place pour ne pas sentir ça? Parce qu'on fait tous plus ou moins ça, mais c'est important de le reconnaître en fait, hein. Voilà. Et ce côté, je suis très indépendant dans l'évitement, j'ai pas de problème d'autonomie. Alors les évitants, ils me disent tout ça. Mais je comprends pas, moi je suis très indépendant financièrement, je réussis, j'ai aucun problème. C'est juste un peu au niveau affectif. Ah oui, ben, carrément, oui. C'est du gros déni en fait, hein. Je suis très indépendant, je montre que je suis fort pour fonctionner. Hein, on l'a vu, c'est vraiment une stratégie de protection. Ce n'est pas un système de défense. Je n'aime pas parler du mot défense, mais je parle plutôt de stratégie d'adaptation, de protection, pour survivre. Mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Ça veut dire que je ne veux pas me mettre en contact avec mes émotions, avec les émotions difficiles et avec ma vulnérabilité. Et je ne me demande pas de soutien en plus. Voilà. Donc en fait, c'est une façade. Quand on évolue, pour les évitants, on peut avoir une part qui se transforme en part plus sécure, en commençant à faire confiance, parfois en son thérapeute, qui représente une bonne mère ou un bon père, et puis ensuite à s'exposer à des liens en montrant sa vulnérabilité, c'est-à-dire en ne se coupant pas dès qu'il y a un problème. Parce que c'est difficile pour lui de parler ou d'exprimer de ce qui ne va pas. Ça peut être aussi des personnes qui ont tendance à écouter l'autre, mais ne pas parler de soi. Bon, c'est pareil, hein, c'est je me tais, je ne montre pas mes émotions, je n'exprime pas mes émotions. Par contre, je peux être un bon écoutant. Mais ça ne change rien. C'est pas parce que j'écoute que je vais bien. Donc on a tous en nous, comme c'était un peu la question, hein, les 4 parts, on a tous en nous un peu d'attachement. Après, quand on évolue, quand on se rend compte de tout ça et qu'on travaille sur soi et qu'on va vers l'attachement sécure, on peut revoir toutes ces parts en nous. La part d'attachement anxieux qui réapparaît, qui est restimulée par moment, qui est la réflexe d'agrippement, peur de l'abandon. On peut avoir un peu d'attachement évitant de temps en temps, de manière contextuelle. C'est normal, hein.
On peut avoir des fois un peu d'attachement désorganisé qui est un coup je fais on-off, quoi, hein, l'ambivalence de l'attachement. Un coup je m'agrippe, un coup je te rejette, un coup je te fuis, un coup je te veux, un coup je te veux pas. Voilà. Euh, et selon les épreuves, ça peut revenir. Si vous traversez des épreuves dans la vie, vous pouvez vous retrouver sur les boutons de l'attachement insécure, sur les trois attachements. Voilà. Et ça peut bouger, hein, donc c'est normal. C'est pas traité définitivement une fois pour toutes. C'est pas, ça va mieux quand vous travaillez sur vous, mais c'est pas traité définitivement et vous serez libéré de tout ça jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez des épreuves, ça va vous restimuler. Ou si vous tombez sur un partenaire, ça peut être contextuel, on peut tomber sur un partenaire qui réactualise des blessures d'attachement anxieux, par exemple, alors que vous n'avez jamais été anxieux. Il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, moi, j'ai jamais été jalouse ou jaloux. Bah, évidemment, vous étiez avec quelqu'un dans un attachement hyper sécure et hyper stable, ça appuyait pas du tout sur le bouton. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Donc, ça peut être aussi un partenaire spécifique qui va faire appuyer sur les boutons. Il suffit, comme beaucoup d'enfants du monde, que vous n'ayez pas reçu tout l'amour dont vous aviez besoin petit. Ben voilà, vous passez par les cases attachement anxieux, attachement évident ou attachement désorganisé. Hein. Voilà. Donc toutes les répétitions que vous vivez, ben, c'est une bonne chose. Parce que quelque part, quand vous en prenez conscience et que vous commencez à faire un travail sur vous, ben, ça vous permet, que ce soit dans les livres, les vidéos, etc., ça vous permet de travailler avec vos émotions. Et donc d'accueillir vos émotions, les charges traumatiques, qui ont compensé par des stratégies, comme on a vu, d'adaptation, que ce soit agrippement, fuite, immobilité, honte, etc. Et donc, vous allez commencer à vous réapproprier ces parts sécures en vous et à mettre ce qu'on appelle un adulte sain, qui est je peux placer une part de moi qui prend ce petit bout qui est toujours en moi, ce petit bout de l'époque dans les bras et qui peut, non pas le rassurer parce qu'on ne rassure pas, mais mettre en place des actions pour que je prenne confiance en moi, que j'ai des options, que j'apprenne à apprivoiser mes crises d'angoisse, à réguler mon système nerveux, à me co-réguler avec les autres. Donc petit à petit, à partir dans ce qu'on appelle un attachement sécure, qui je peux faire confiance en moi et en les autres. Je me fais confiance en moi et les autres et je ferai face, c'est ça l'attachement sécure, et je ferai face, plus tard, je trouverai des options pour faire face aux épreuves de la vie. Et je serai dans des liens, je trouverai toujours des personnes sur qui compter. Pas besoin d'avoir 150 personnes, mais je pourrais compter sur des personnes autour de moi. Alors les thérapies adaptées pour les blessures d'attachement, puisque bon, je faisais le tour des thérapies, je me disais tiens, c'est quoi les thérapies déjà, dans le lien thérapeutique, il faut trouver un thérapeute avec qui ça le fait. Parce que moi, je ne suis pas toujours adaptée d'ailleurs. Hein, je dis à certains de mes patients, je dis écoutez, moi, franchement, je n'ai pas la personnalité qui est OK pour vous, qui est très adaptée. Il vaut mieux que vous... D'ailleurs, j'en vois sur d'autres thérapeutes qui, je sais, seront vraiment précisément, de manière chirurgicale, extrêmement bons pour eux. C'est-à-dire dans l'empathie, dans l'enveloppement, dans l'écoute, dans la douceur. Moi, j'ai un côté assez yang et confrontante, donc c'est pas toujours adéquat à tout le monde. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, ça peut être efficace pour certains et pas du tout pour d'autres. J'ai beau avoir de la bienveillance, des fois, je suis un peu raide, quoi. Bon, je le sais. C'est comme ça. C'est-à-dire, je vais dire les choses un peu rapidement, alors que pour certains patients, il faudrait que j'attende au moins 2 mois avant de dire la même chose. Mais bon, c'est mon style. Donc, du coup, ça permet de... Pour vous, c'est important de savoir que si vous cherchez un accordage, pour vous, ça va être important, si vous avez des attachements insécures qui traînent, de trouver un thérapeute avec qui vous faites vraiment confiance et avec qui vous vous sentez il y a de la bienveillance, quoi, que ce soit une figure d'attachement qui répare celle du passé. Parce que ce lien thérapeutique qu'on appelle le transfert, c'est quand même un lien qui va pouvoir vous permettre de vous dire mais si, dans ces consultations, dans ce groupe, parce que moi je mène beaucoup de groupes dans mes formations en ligne, des gens s'appuient quand même entre eux et avec moi. Et donc, cette histoire de transfert, finalement, elle se dit, mais si je peux le faire là, je peux trouver aussi des personnes comme ça. C'est ça la généralisation du transfert. C'est, mais il y a d'autres personnes sur qui je peux compter, qui peuvent être fiables aussi, qui peuvent m'écouter, me comprendre, ne pas me juger. Ne pas me juger, parce que si j'ai honte avec les systèmes des cycles, là, j'ai honte, je suis nulle, j'arrête pas de me dévaloriser. Je peux même dire que j'ai honte et mon thérapeute
me détruit pas, m'accepte, m'accueille comme je suis. Donc après, on peut servir. Il peut y avoir d'autres personnes comme ça. Donc ça, c'est chouette. Et donc, c'est important, quand vous avez des attachements insécures, que ce soit évitants ou anxieux, de vraiment trouver, essayer plusieurs thérapeutes à la limite et de trouver le bon. Vous n'êtes pas obligé de... Il faut vraiment que vous sentiez, vous fassiez confiance. Ça, c'est un lien thérapeutique qui me correspond. Parce que pour avoir plus de sécurité intérieure, vous devez faire confiance. On ne peut pas agrandir la sécurité tout seul. Voilà, je l'ai dit, je le redis, on ne peut pas tout seul, on ne peut pas tout régler, tous nos problèmes. On est obligé de commencer quand on a eu des attachements insécures, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire confiance dans les personnes les plus importantes, c'est-à-dire nos parents pour nous protéger pour notre vie quand on était petit. Ils n'assuraient pas le système de protection, ce n'était pas le socle de sécurité. Donc on doit réparer ça en trouvant au moins une figure d'attachement fiable sur lequel on puisse compter. Et qui répare et qui va nous aider à développer ce sentiment de sécurité intérieure. Et ça, c'est hyper important. Après, vous avez pas mal de thérapies que je trouve qui marchent bien, qui sont les thérapies comportementales et cognitives ou les thérapies émotionnelles et comme celles qui travaillent sur le corps. Comment on appelle en psychosomatique ou en somatique. Moi, je fais pas mal de travail en somatic experiencing. Et je trouve vraiment intéressant de partir des sensations corporelles, d'avoir une boussole interne pour travailler la sécurité intérieure, puisque ça va être ça quand même le but, que ce soit évitant ou que ce soit anxieux, c'est d'agrandir un sentiment de sécurité interne et du coup externe. Premièrement, je me fais confiance pour faire confiance aux autres, en explorant des relations qui peuvent être stables, saines et qui ne vont pas me détruire, qui ne vont pas répéter les histoires d'avant. Et donc c'est vrai que tout ce qui est physiologique, tout ce qui fait travailler du bas vers le haut, comme en somatic experiencing, on fait travailler non pas du haut vers le bas, c'est-à-dire comprendre. Des fois c'est intéressant de comprendre quelles sont mes croyances. Par exemple, un attachement anxieux, c'est souvent « je ne suis pas capable de faire seul, j'ai peur du vide, que vais-je devenir s'il me quitte, je ne vais pas m'en sortir », des trucs comme ça. Donc ça, c'est des systèmes de croyances qu'on va examiner à la louche, mais c'est intéressant de voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as une crise d'angoisse? Qu'est-ce qui se passe? Et comment tu peux, ici et maintenant, commencer à faire avec un petit peu moins de ça? Parce que ton corps est en danger, mais tu n'es pas en danger. Donc c'est inconfortable, mais tu n'es pas en danger. Donc c'est apprendre à réguler ce système. Et ça s'apprend pas à pas, mais ça, c'est possible de le faire. Donc dans tout ce qui est corporel, on va travailler sur la respiration, on va travailler sur l'enracinement, on va travailler sur l'orientation visuelle, on va travailler sur la physiologie en fait. Et ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui cherchent trop, par exemple les évitants, ils vont chercher à comprendre, mais au bout d'un moment, ils ont tout compris, mais il n'y a rien qui bouge. Donc c'est bien gentil tout ça, on peut comprendre jusqu'à demain, on peut faire des milliers de tonnes de prise de conscience, mais le problème c'est que vous avez compris que les émotions... les stocks de rage, de désespoir, d'impuissance, de terreur sont stockés dans l'organisme. Donc c'est physiologique. C'est pas tellement... tout ça, c'est pas tellement dans la tête, quoi. Vous n'êtes pas qu'une tête pensante, quoi. Donc vous avez beau des fois tout savoir, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement. Bah, forcément, tout ce qui est stocké, c'est juste énorme. Vous êtes assis sur un volcan. Donc c'est comme une bombe à retardement, quoi. Ça fait, on appuie sur le bouton et boum. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de travailler sur, dans les thérapies somatiques et corporelles, on travaille beaucoup sur les ressources. On met l'accent sur les ressources de la personne, la créativité de la personne, sur la créativité de chacun d'ailleurs. Parce que, je sais pas, moi je peux dire, moi ce qui m'aide, c'est d'imaginer un lieu de sécurité ou de faire de la méditation. Et puis ma voisine d'à côté, elle, ce qui va l'aider, c'est pas du tout la méditation, c'est de sauter sur un ballon, parce que sur un ballon, elle se sent mieux, ça décharge... voilà. Donc chacun, avec son style et ses ressources, va trouver ses manières de mettre un peu plus de pilote dans l'avion, de soutien intérieur, de sécurité intérieure, pour justement s'aider soi-même et se faciliter la vie pour passer d'un attachement insécure à un attachement sécure et soutenir le processus de guérison. Voilà, je vais répondre à vos questions. Est-ce que j'ai le temps? Parce que oui, j'ai un peu de temps, parce que sinon après ils vont me mettre dehors. Donc je vais répondre à vos questions
sur les blessures d'attachement. Comprendre. Le thème, c'est, je vous rappelle, le thème du jour, c'est comprendre et guérir les blessures d'attachement. Au cas où vous n'aviez pas suivi. Au cas où vous étiez en train de vous endormir. On fait passer le micro. Sketch. Bon. Oui. Qui c'est qui... Mais oui, mais c'est quelqu'un qui a levé la main là-bas, donc fais-tu passer le micro. Alors ça peut être, venez pas à la fin pour me dire j'ai une question, j'ai pas osé la poser. D'accord ? Oui, parce qu'en plus, vos questions, en général, elles sont intéressantes pour tout le monde. Donc vous me la posez maintenant et pas dans un quart d'heure. Après, c'est trop tard. Parce que si vous en posez une, il y a plein de gens qui vous posent la même question ou qui ont les mêmes témoignages. Voilà. Oui, Allez-y. bonjour. Donc j'ai été abonné à une certaine période de ma vie avec les évitantes. Donc j'ai compris que je souffrais d'un attachement anxieux. Ouais. Voilà, c'est cette démarche. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi j'étais attiré par les évitantes. Parce qu'à fortiori, les évitantes ou les évitants ne sont attirés par personne. Ils sont complètement autonomes. Pas du tout. Les évitants ont aussi, au fond, le problème de l'abandon, puisqu'ils se sont fait aussi abandonner, ils n'ont pas été protégés petits aussi. Donc, il y a une aspiration chez l'évitant à être en connexion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a je veux mais je peux pas, ou ouais, je veux mais je n'y arrive pas. En fait, je ne sais pas bien faire, parce que je fais vite pas confiance. Et j'anticipe le pire, et pour pas arriver au pire, je me coupe. Et en fait, c'est le système qui se coupe, c'est pas eux qui se coupent, ils font pas ça exprès en fait. Hein. Et donc les évitants, au départ, ils ont vraiment envie de relation, donc ils y vont. Et même des fois, ils y vont à fond. Oui, c'est juste qu'au départ, au départ, c'est une tentative. C'est-à-dire, je plonge. Et puis, très vite, ça actualise les blessures et ça vient vite taper sur la non-confiance. Ce cycle, ils sont vite stimulés, en fait. Dans « je ne peux pas faire confiance ». Et en plus, le côté taiseux qui est j'ai pas le droit d'exprimer, ça ne sert à rien, je ne vais pas obtenir ce dont j'ai besoin, je ne demande pas de soutien, tati tata. Et donc, voilà, ça coupe, quoi. C'est silence radio et toi, tu n'as plus d'infos. Oui, mais comment vous expliquez l'attirance qu'il y a? L'attirance, parce que l'anxieux répète aussi, avec une forme de familiarité, de retrouver des figures d'attachement initiales. C'est les mêmes, en fait. En fait, c'est comme si on cherche à enfin se réparer avec une bonne personne qui pourrait nous guérir de ce qu'on n'a pas reçu. Sauf qu'on n'est pas équipé pour trouver quelqu'un de stable, donc on est attiré par les mêmes qu'avant, les mêmes genres qu'avant des parents. C'est un peu des analogies, si tu veux, tu vois. Quand on regarde bien, ils ressemblent beaucoup aux figures parentales de l'époque, oui. Comme par hasard. Et c'est comme si tu te dis, cette fois-ci, je vais le surmonter. Ça y est, ça va être le bon. Donc il va être gentil avec moi, il va être chouchou, il va me rassurer, il va me prendre dans les bras, il va me dire qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours, et il s'éloignera plus jamais, et câlin, câlin, et bisous, bisous. Mais en fait, un peu. et en fait, non, parce que ce qui va t'attirer quand tu es anxieux, c'est quelqu'un qui est indépendant. L'évitant, même s'il est câlin au début, il est quand même assez sûr de lui, assez indépendant, il maîtrise des trucs, il est assez... voilà, il est indépendantiste. Donc, ça va t'attirer, parce que tu veux dire, ah, c'est une personnalité forte, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ah, moi, j'aimerais bien être comme lui, parce que moi, je ne suis pas assez. Lui, il a l'air d'être assez, je sais pas quoi, ce qui n'est pas vrai, hein. Mais tu es attiré, tu vois, par ce genre de personnage qui complète ce que toi, tu crois ne pas avoir. Sauf que tu ne vois pas les failles par en dessous. Et donc, c'est normal qu'il y ait une attirance, une attraction, ce que tu adores, parce que c'est ce qui te manque. Après, tu vas le détester, parce que finalement, l'enfant intérieur, l'enfant vulnérable en toi, il ne va pas être du tout rassuré. Parce que l'autre, comme il se coupe, il ne te donne pas les infos, tu n'es pas du tout rassuré. Tu repars direct en panique, en fait. En te disant, même, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas assez bien, ça veut dire que moi, je ne suis pas 3 petits points, et gna 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 gna, et c'est reparti pour l'abandon. Et donc, agrippement, réflexe agrippement, c'est reparti. Donc, c'est une névrose qui s'emboîte bien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait tout un chapitre dans la formation, l'accompagnement sur attachement anxieux-évitant. J'ai fait tout un chapitre sur ces fameuses névroses qui s'emboîtent. Tu vois, l'anxieux et l'évitant. Donc, c'est les classiques. Hein. Ça s'emboîte parfétement. Ah c'est le fuis-moi, je te suis, suis-moi. Oui, il y en a plein de couples comme ça. Ah oui. Des anxieux évitants qui se mettent ensemble. Évidemment, c'est ce qu'on appelle des relations dites symbiotiques qui fonctionnent
pas bien, voire qui sont très souffrantes. Mais c'est des emboîtements assez classiques que l'anxieux de court derrière l'évitant. Et des fois, ça change. T'as une fois, après 6 ans, 10 ans après, les postures sont inversées. Enfin, on est toujours un peu dans le même style de relation, un peu parent-enfant. Et c'est toujours des attachements insécures sur attachements insécures. Problématique. Merci. Mais on cherche en fait à se guérir en choisissant des partenaires qui répètent les histoires d'avant, en se disant cette fois je triompherai. Et comme je rigole, mais c'est pas drôle parce que comme je suis pas équipée et que je n'ai pas toujours la manière de recadrer l'autre ou de me rassurer ou de demander du soutien ou tu vois, de m'adapter sans me suradapter, sans faire des efforts pour trop garder l'autre, etc. Comme je sais toujours pas faire, bah forcément je répète les mêmes erreurs qu'à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils arrivent en consultation d'ailleurs, ils n'en peuvent plus quoi. On a une grosse crise d'angoisse. On arrive à sortir de... Bah oui, tu arrives à sortir, comme j'ai dit, il faut apprendre à se co-réguler, à s'autoréguler, Oui, à passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Donc à réguler beaucoup plus tes émotions et pour l'évitant, à t'approcher de tes émotions. C'est l'inverse. L'autre, c'est à être dans moins d'émotions partout, qu'il n'y a pas de danger tant que ça, le lien n'est pas dangereux, on peut faire sans le lien, on peut apprendre à se passer du lien, en tout cas pas un lien à prix coûteux. Et trouver d'autres liens que le lien amoureux, parce que là, les attachements anxieux, ils sont bloqués sur l'attachement amoureux. Pour eux, l'attachement amoureux, il n'y a que ça sur Terre. On va leur parler d'attachements amicaux, ils vont me dire, ouais, bon, c'est quoi, ouais, bon. Ils font du bof, quoi. Ils n'ont pas compris que l'engagement social, c'est vraiment précieux. Et donc, parfois, les groupes d'amis, les groupes de pairs, les groupes d'activités, etc., c'est vraiment précieux. C'est parfois plus précieux que le conjoint qui parfois peut être là, puis plus là, un sur tout sur un. L'attachement anxieux, lui, la particularité, c'est qu'il va chercher un sauveur, c'est-à-dire les figures d'attachement étaient donc pas solides, et donc il va se dire une personne sur Terre va pouvoir me réparer. Et le postulat, ou m'apaiser, ou me réparer, ou me rassurer, ou me sauver la vie, ou m'aimer inconditionnellement, ou une personne sur Terre, la bonne personne. La fameuse bonne personne, c'est le truc. Et après, ils me disent, après je les entends, mais Véronique, vous ne croyez pas dans la bonne personne? Mais moi, j'ai le droit de trouver la bonne personne. Pourquoi je ne trouve pas la bonne personne? Alors, déjà, ça commence comme ça, l'histoire. Il y a du boulot. Ça n'existe pas. Bah, c'est pas qu'il n'y a pas la bonne personne. Il y a des personnes qui vont plus vous correspondre à l'endroit où vous savez mettre vos limites, où vous savez ce qui vous correspond, où vous êtes plus sécure, où vous avez moins besoin, c'est pas moins nécessaire d'avoir une personne, que vous n'êtes pas en manque, que vous savez être heureux avec plein de choses dans la vie. Donc là, il n'y a pas besoin d'une bonne personne, il y a besoin d'une personne suffisamment stable, avec qui vous allez partager des choses, mais vous n'allez pas tout faire avec, vous n'allez pas compter que sur elle, vous avez des trucs. Oui. Pas la fusion. Donc pas besoin d'une bonne personne, vous avez besoin... C'est plus une nécessité organique, parce que vous avez tellement de ressources et que vous savez gérer vos émotions, vous n'attendez pas le Père Noël, en fait, vous n'avez pas besoin du prince charmant. Donc il n'y a plus ce truc de la bonne personne, et c'est là où vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer la bonne personne. Mais vous l'appelez plus la bonne personne. Vous dites, oh, mais c'est chouette, j'ai rencontré quelqu'un, c'est chouette, je partage plein de bons moments avec elle. Mais je vais pas, par exemple, j'ai mes groupes d'amis, je vais y aller, je vais pas te préférer toute la journée, je vais passer tout mon temps avec toi, même si j'ai beaucoup de plaisir à être avec toi. Que toi, quoi, je vais faire d'autres choses. Je vais pas faire que de la fusion. L'amour fusion, ça c'est bien pour les tout petits, hein, l'attachement anxieux qui cherchent à se réparer. Mais c'est pas fait pour durer toute une vie, ça. C'est de l'attachement insécure, l'amour fusion. Hein. L'amour passion, l'amour fusion, c'est de l'attachement. Ça fait partie du lot des attachements insécures qui vieillissent et qui se transforment en adultes dans l'attachement insécure. Oui. Alors, par contre, quand vous êtes dans la fusion, profitez-en. Parce que j'en avais une ce matin qui me dit « Ah, mais je suis repartie avec mon ex, et donc c'est fusionnel. » Je dis « Mais profite-en. Qui vivra verra. » Surtout, profite-en. Ah, je lui dis pas « Méfie-toi. » Je dis « Non, c'est l'heure. Vas-y, profite-en. » C'est la réalité qui fait foi. Quand il y aura des problèmes plus tard, on verra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, commence pas à mettre des problèmes là où il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, franchement. Sinon, on y va avec plus de discernement, mais on y va quand même. Hein. Bon, oui, une autre question.
Oui, excusez-moi, du coup, j'ai bien compris dans ce que vous expliquez en quoi ce que l'anxieux va chercher chez l'évitant, mais ce que l'évitant trouve chez l'anxieux, c'est moins clair dans mon esprit. Ah bah il trouve quelqu'un qui est là et qui s'intéresse à lui et qui le lâche pas, qui lui court derrière. Donc quelqu'un qui est là. Et qui ne. N'oubliez pas que l'attachement à 8 ans, c'est quelqu'un qui. Il y avait personne sur qui il pouvait compter. Et donc, il voit que vous restez dans le lien. Vous vous accrochez. Donc, c'est sécurisant pour lui d'avoir quelqu'un qui reste, quoi qu'il arrive. Il commence à faire. Oui. C'est à la fois, il y a les deux. À la fois, ça le fatigue parce que vous êtes toujours en train de réclamer de l'attention. Donc, c'est saoulant. Et à la fois. Vous êtes toujours là, mine de rien, même si vous pleurnichez, même si vous dites ah là là, si vous êtes jaloux, si vous êtes agressif parce que vous êtes jaloux, etc. N'empêche que vous êtes là, vous ne partez pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de sécurisant dans le sens de ne pas partir. Donc du coup, n'oubliez pas que tous les attachements sécures, ils ont quand même besoin de trouver une relation sécure quand même. Ils ont trouvé quelqu'un qui est quand même là. Donc c'est pas mal pour eux parce que vous êtes toujours sous le coude, quoi. Lâchez pas l'affaire. Leur sentiment d'abandon. Ce qui agrandit un sentiment d'abandon, Oui. bien sûr. C'est le truc, le poison, attachement évitant anxieux. Mais oui, il a un intérêt à être avec quelqu'un qui est un peu dépendant, voire même gravement dépendant. Parce que c'est une forme de contrôle. J'ai le contrôle sur l'autre, même s'il ne se trouve pas ça très sympa parce que je lui reproche de m'étouffer ou d'être toujours exigeant, d'en demander trop, n'empêche que l'autre est là, mine de rien. Ouais. Hein, tu vois le truc, comment ça se joue. Alors ça, c'est pas vous en nommer. L'évitant, il va dire oui, mais il est toujours en train de me demander des trucs, comme s'il faut que je fasse tout avec elle, il faut toujours que je la rassure ou je le rassure. Oh là là, c'est un petit quoi, tu vois. Donc assez méprisant, mais néanmoins, il part pas souvent. Il part, il revient. Enfin, il part en mode silence radio, mais il revient souvent. Et l'anxieux, ça... Alors attends, reprends le micro, passe-lui le micro. C'est pas grave, on va entendre dans le. Hein? C'est pas grave, ça marche quand même. Vas-y. Ah, Oui. Donc pour l'anxieux, c'est l'évitant, c'est la meilleure façon d'être en couple en fait. Ça le rassure. Oui, enfin, c'est pas terrible non plus, parce que comme il prend cher aussi, parce que l'anxieux, il est fatigant, parce qu'il est jaloux, il réclame, il fait des crises d'angoisse, il fait des crises de colère, il y a beaucoup d'émotions, donc ça fatigue aussi leur système. Et eux, ils n'aiment pas trop d'émotionnel, donc ils se mettent à distance, ils se coupent, ils s'éloignent. Donc du coup, c'est pas terrible, même pour l'évitant, c'est pas très sain, c'est pas très stable, c'est pas épanouissant, enfin c'est pas épanouissant non plus, c'est pas cool en fait pour eux. Donc je pense que souvent les deux viennent en thérapie en général quand il faut sauver le couple, parce que des fois c'est des couples avec des enfants qui durent depuis longtemps, et donc quand on les entend, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, tu vois, pour pas rassurer tout le temps l'anxieux, ça sert à rien, ça marche pas, mais ne pas non plus ne rien faire pour l'autre, quoi, de pas prendre soin de l'autre. Parce que c'est pas gagnant-gagnant. Si je suis toujours en mode, bon, débrouille-toi, c'est toi qui as un problème, toi l'attachement anxieux, toi l'anxieuse, va régler tes problèmes chez ta psy, moi j'ai aucun problème, ça va, faut pas exagérer, quoi, ça c'est pas vrai en plus. Donc ça se traite pas comme ça non plus. Bah oui, faut que chacun soit co-responsable, voilà, dise, mais moi il faut aussi que je prenne soin de la fragilité de l'autre, sans le rassurer du matin au soir, mais je fais aussi un pas vers l'autre. Ouais, il me reste 2 minutes, Momo. Alors vas-y, vous avez plein de questions, ça se vous suit. Vas-y. À un moment, vous avez parlé du parent fusionnel qui crée de l'insécurité Oui, à l'enfant. la surprotection. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée de l'insécurité à l'enfant? Ah bah ça c'est... Alors j'ai fait d'autres conférences, tu regarderas des vidéos sur la surprotection. J'avais fait les dégâts des parents, je crois que j'avais travaillé sur les problématiques des dégâts parentaux que font les parents comme dégâts sur les enfants. J'avais fait maltraitance, abus, j'avais fait surprotection. Et un parent qui est étouffant, parce qu'il est anxieux lui-même, parce qu'il a peur que l'enfant, il lui arrive un truc, ou que, je sais pas, ou qu'il utilise l'enfant pour ses besoins affectifs. Donc du coup, il phagocyte l'enfant,
sans le faire exprès, hein, c'est pas volontaire. Et l'enfant est un prolongement de maman ou de papa, donc surtout de maman en général, et il est dans l'œuf. Et donc il ne peut pas s'individualiser, il ne peut pas trouver son identité propre, il ne peut pas explorer le monde, parce qu'il a tout le temps peur. Il faut voir comme maman, il faut penser comme maman, il ne faut pas faire peur à maman, il faut apaiser maman, il faut sauver maman. Et donc il ne peut pas penser à lui, il ne peut pas trouver son identité propre. Et donc ça crée un attachement insécure. Quand l'autre est insécure, de par son anxiété, ça crée de l'insécurité parce que le parent transmet son anxiété. Imagine, elle te prend dans les bras, puis elle est complètement angoissée à l'idée que tu vas aller te balader là-bas, parce que tu es un bébé qui veut grimper partout. Et donc toi, elle te dit, non, c'est dangereux, là, va pas toucher, il y a des prises, là, il y a machin. Toi, t'es comme ça. C'est comme ça, tu te dis, merde, le monde est dangereux, tu vois. Donc, forcément, ça te crée de l'insécurité déjà dans le système nerveux. Et puis, ça ne te permet pas de faire par toi-même, d'expérimenter les choses par toi-même en réalisant que bah oui, ça se fait, ça peut être dangereux, ça c'est moins dangereux, etc. Donc tu es là, tu es tout le temps d'anticiper qu'il y a du danger partout. Attention, 22, restons sur nos gardes, le monde est dangereux. Tu vois, et tu ne vas pas explorer. Et c'est très... pour les parents surprotecteurs, tu écouteras, il y a aussi les problèmes des troubles borderline très souvent. Il n'y a pas de limite. Donc toi et moi, nous sommes du même. Donc je vais aimer la fusion quand je serai grand, parce que j'ai fusionné avec ma maman. Et donc je vais avoir le goût de la fusion. Mais dans la fusion, je vais m'y perdre direct. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que 1 et 1 font 1. 1 et 1 et 1. Donc je repars dans la matrice directe en voulant fusionner avec mes enfants, ou avec mon mari, ou avec qui tu veux. Et rien que je fusionne du matin au soir. Il faut vraiment sortir de ce truc-là. C'est une catastrophe. Voilà pour la réponse. Une dernière question ? Vas-y, passe-lui le micro 30 secondes, sinon je vais me fâcher. Ouais, il faut que je parte, il y a quelqu'un derrière. Merci. Oui, j'essaie de faire vite en fait. Je ne comprends pas la différence entre donc, l'attachement désorganisé et le fait de passer entre l'anxieux et le... Ah oui, je n'ai pas trop développé. Tu regarderas dans mon PowerPoint et effectivement, l'attachement désorganisé, c'est encore plus chaotique que quelqu'un qui passe de temps en temps, parce qu'il est en voie d'évolution vers l'attachement sécure, et de temps en temps, tu passes dans l'attachement anxieux ou dans l'attachement évitant. Tu passes un moment, tu vois, quelques heures, et puis après, tu repars dans l'évitant, et puis des fois, tu es en sécure. Tu vois, là, ça appuie un peu sur les... Tu te balades. Mais quelqu'un qui est dans l'attachement désorganisé, il a une vie chaotique, il a des émotions qu'il ne gère pas, il perd de contrôle. Il ne sait pas gérer, il n'a pas le contrôle sur ses émotions, ou impulsivité, ou complètement dissocié. Donc là, on voit des troubles et des symptômes qui apparaissent qui sont quand même maous dans le lien, avec beaucoup de passages à l'acte, ou violence, scarification, violence sur soi, violence sur les autres. Ça, tu n'as pas ça sur quand tu te balades vers l'attachement sécure et qu'un coup, tu te retrouves un peu évitante, un peu anxieuse. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est plus sérieux. C'est l'ambivalence du lien, l'attachement désorganisé. Hein. C'est un coup, je suis dans l'évitement, puis un coup, je suis dans l'anxieux, et je fais de la panique, mais je suis dans la rage, et d'un coup, tu vois, donc ça se balade dans des trucs forts, quoi. Oui, et tout ça sur une temporalité très réduite. Ouais, Enfin, avec souvent des pertes de contrôle, quand même. J'ai pas le contrôle, donc les borderline sont là-dedans. Hein. D'accord. Borderline, c'est très... c'est beaucoup de crises de panique, et puis beaucoup de rage, et puis beaucoup tu vois, et puis beaucoup d'extinction, de dépression, et puis beaucoup de tout partout. Quoi. D'accord, ok. Beaucoup de trucs. Hein, c'est très fort, quoi. Voilà. Ok. Alors, mes vidéos, vous retrouverez donc tout sur ma chaîne YouTube à mon nom, Véronique Cohn. Vous allez, pour les prochaines conférences, c'est à veroniquecohn.com, c'est sur mon site, vous avez toutes les dates. Et donc, ma prochaine formation, comme vous l'avez compris, c'est sur l'attachement évitant et anxieux. Comment sortir de ça et aller vers l'attachement sécure pour augmenter un sentiment de stabilité et trouver les fameuses bonnes personnes qui ne seront plus les bonnes personnes, mais des personnes suffisamment bonnes, parce que vous aurez besoin de personnes suffisamment bonnes. Vous n'avez pas besoin de vous épauler, de vous déposer ou d'amour fusion, et ça ira tout de suite mieux. Et vous aurez plus de stabilité dans la relation. Voilà. Merci à vous et puis à la prochaine.